Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance du cycle de conférences République École Laïcité au Conservatoire national des arts et métiers, donc en partenariat avec le Conseil des sages de la laïcité placé auprès du ministre de l'Éducation nationale. Nous sommes ici pour une séance historique, Faire République 229 ans après la bataille de Valmy. Cette séance est historique à plus d'un titre, historique par le thème, historique par les intervenants qui sont historiens pour la plupart. Historique par le thème, parce que parmi les batailles qui ont façonné la France, il faut savoir aujourd'hui ce qu'elles disent encore de notre société. Évidemment, si tous les écoliers connaissent Marignan, qui a rapidement pourtant été effacé des mémoires par la bataille de Pavie, tous les étudiants d'histoire connaissent dans leur panthéon ces batailles qui ont façonné notre nation, que ce soit la bataille de Bouvines, légende nationale selon Georges Duby, évidemment Valmy, 21 septembre 1792, dans l'Argonne, dans la Marne aujourd'hui, de ces batailles qui ont façonné notre pays. 229 ans, qu'en reste-t-il ? Qu'est-ce que dit Valmy de notre société, de notre civilisation ? Si, comme l'a expliqué François Furet, la Révolution française est terminée, que reste-t-il de Valmy ? En quoi cet événement reste moderne ? Pour traiter de ce sujet aujourd'hui, sous l'autorité de l'administrateur général Olivier Faron, nous recevons trois intervenants que je présenterai rapidement avant de revenir à chaque prise de parole. Jean-François Sirinelli, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'IEP de Paris, Éric Anceau, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, et j'accueille avec un vrai plaisir Rita Hermand-Belot, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de l'histoire religieuse au XVIIIe siècle. Avant de commencer, je vais passer la parole à l'administrateur général en excusant Dominique Schnapper, président du Conseil des sages de la laïcité, qui ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Olivier. Merci beaucoup Thibault, et très heureux de dire quelques mots en introduction de ce moment, et évidemment de rappeler comment nous sommes liés à Dominique et que nous, évidemment, nous faisons ce moment avec elle, même si elle n'est pas présente, puisque, comme ça a été rappelé, elle est présidente du Conseil des sages de la laïcité. Et je salue évidemment le rôle de Thibault et puis d'Alain Sexig et de Yanis Roder, qui sont les piliers de ces moments que nous organisons. Faire République, évidemment, je suis très heureux d'accueillir trois collègues historiens, Jean-François Sirinelli, Éric Anceau, Rita Hermand-Belot, qui incarnent les trois des grandes institutions parisiennes, mais je dirais plus généralement de notre pays en histoire, à la fois l'IEP de Paris, Sorbonne Université et l'École des hautes études en sciences sociales. Nous sommes très heureux de le faire autour de la bataille de Valmy. Il y a eu quelques quiproquos au démarrage. Nous rappelons que nous sommes les 229 ans. On a toujours un coup d'avance au CNAM. On a un petit peu... Voilà, donc c'était bien. Nous sommes bien conscients que la bataille de Valmy, le vrai anniversaire, c'est l'année prochaine. Mais on voulait évidemment s'inscrire dans ce sillon. Dire aussi que nous sommes très heureux de le faire puisque nous avons un public nombreux qui suit nos conférences. Je voudrais juste, une fois n'est pas coutume, mais citer un tweet que j'ai reçu d'un collègue qui dit « Ces conférences sont très intéressantes, très utiles pour les professeurs du secondaire dont je suis, merci ». C'est un message qui nous va droit au cœur puisque c'est un peu ce que nous essayons de faire dans ce partenariat Conseil des sages de la laïcité et ministère de l'Éducation nationale. Nous souhaitions donner, évidemment, aller vers le temps long, aller vers la dimension historique, montrer, évidemment, combien l'histoire nous aide à penser toutes ces questions, et puis inscrire, j'allais dire, l'histoire comme la discipline qui nous permet d'enrichir toutes ces questions. Nous accueillions la semaine dernière Clément Beaune, le secrétaire d'État aux questions européennes, qui a commencé par une citation de Patrick Boucheron et qui a passé beaucoup de temps à décliner. Donc voilà, c'est aussi rassurant sur, je dirais, l'importance de l'histoire. Et nos trois intervenants traiteront respectivement de la civilisation républicaine, des grands principes politiques et de la pluralité religieuse. Permettez-moi juste un mot, parce que ça m'arrive rarement... je suis un peu un historien dévoyé en étant l'administrateur général du CNAM, de dire que je suis particulièrement heureux de ce moment autour de l'histoire, d'être à mon tour en position d'historien et de dire que pour nous, il y a... Voilà, c'est un jalon fort, c'est un repère fort d'essayer de nous inscrire au conservatoire dans une dimension d'histoire. D'abord, et je voudrais citer Rita Hermand-Belot,
nous sommes tous les enfants, on en parlait, les enfants de Grégoire. Donc nous avons cette filiation avec l'abbé Grégoire qui n'est pas pour rien notre fondateur, qui n'est pas pour rien l'homme de l'abolition de l'esclavage, l'émancipation des Juifs, et qui a porté les questions dont nous allons parler aujourd'hui. Donc il y a cette prégnance. Nous sommes évidemment très à l'écoute de l'histoire du progrès scientifique. Et puis, j'allais dire aussi, peut-être, nous souhaitons inscrire ce que nous faisons au quotidien, notamment la mission de transmission, la mission de formation, dans une histoire longue, dans une histoire qui a de repères, dans une histoire qui probablement nous invite à relativiser la notion de progrès, ou en tout cas interroger les grands moments et de voir comment ils ont un rôle pour ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, donner ce temps de la réflexion et de l'inscription dans une histoire longue, ça nous apparaissait quelque chose d'essentiel. Donc, merci beaucoup aux trois conférenciers. Merci à tous ceux qui rendent ce moment possible. Et encore une fois, nous sommes très heureux d'avoir cette temporalité. Thibaut va la rappeler, mais je me réjouis d'accueillir, je cite juste la prochaine conférence, d'accueillir Caroline Pascal, puisque la présence parmi nous de la doyenne de l'Inspection générale de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation est aussi un message de ce que nous voulons faire. Ce que nous voulons faire, c'est être en partie dans la réflexion, mais en partie aussi dans la prescription. Je salue la publication de ce guide républicain, un peu de publicité, voilà, et vous rappelant que, évidemment, toutes les conférences que nous avons seront publiées dans des actes qui nous semblent évidemment très importants. Merci beaucoup, Thibaut. Une présentation de nos trois intervenants. Merci Olivier. On va commencer très simplement par Jean-François Sirinelli. Jean-François Sirinelli, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes un spécialiste de l'histoire politique et culturelle de la France au XXe siècle. Vous avez été diplômé des universités de Poitiers-Limoges, agrégé d'histoire et major. Vous avez soutenu à l'Université de Paris-Nanterre votre thèse qui a été intitulée Cagneux et Normalien des années 20, histoire politique d'une génération d'intellectuels. Et vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé sur les liens entre intellectuels, et notamment entre Raymond Aron et Jean-Paul Sartre. Vous avez été professeur au lycée, vous avez notamment travaillé avec Maurice Duverger en tant qu'assistant au Centre d'analyse comparative des systèmes politiques de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, à laquelle on revient aujourd'hui souvent. Vous avez enseigné ensuite en tant que professeur au Columbia University Programs de Paris, à l'Université Lille 3 Charles de Gaulle, à l'Institut of French Studies de l'Université de New York, puis à Sciences Po Paris, où vous avez été directeur du Centre d'Histoire de 2000 à 2013. Le thème de votre conférence est « Peut-on parler d'une civilisation républicaine ?» Nous vous écoutons, M. Sirinelli. Merci, cher monsieur, de votre accueil chaleureux, et je salue tous mes collègues ici présents dans cette table ronde, et par-delà le miroir, je salue nos auditrices et nos auditeurs. Aujourd'hui, vous le rappeliez à l'instant, il s'agit de réfléchir ensemble sur faire République, et Olivier Faron le rappelait, il s'agit de se placer dans le temps long. C'est dans cet esprit que j'ai proposé comme titre de cette intervention « Peut-on parler d'une civilisation républicaine ?» Alors, cette question et ce titre peuvent surprendre parce que, bien évidemment, le mot civilisation en général est réservé, si j'ose dire, à des aires géographiques beaucoup plus larges que le seul État-nation dont il va être question dans la suite de cette intervention. Donc c'était déjà un premier motif de surprise pour l'auditeur et d'interrogation pour l'utilisateur même de la notion. Et il y a d'autres dangers possibles. Le deuxième danger, c'est que l'historien crée une sorte d'artefact, c'est-à-dire la République telle qu'elle devrait être. Et dans ce cas-là, on débouche sur un troisième danger possible, qui est l'historien comme grand prêtre d'un modèle supposé. Hein. Et enfin, un quatrième et dernier danger, j'en aurais fini avec l'énoncé des écueils possibles, c'est l'historien qui se fait restaurateur à la Viollet-le-Duc et qui bâtit, un peu comme à l'écueil précédent, une république rêvée, beaucoup plus qu'une république telle que l'historien peut la reconstituer. En dépit de ces écueils possibles, je persévère en quelque sorte dans la proposition de parler d'une civilisation républicaine, ou en tout cas, je soumets à mes collègues et à nos auditeurs et auditrices cette proposition, et je vais naturellement
consacrer les 24 minutes qui me restent donc à essayer de décliner les raisons de cet usage, en terminant forcément par la question suivante, à supposer qu'on puisse parler en historien de civilisation républicaine, est-ce que le mot est encore d'actualité ou est-ce que cette civilisation républicaine supposée connaît actuellement une crise, voire une implosion? Donc, premier temps, en quelque sorte, de la réflexion, pourquoi est-ce que je propose, enfin je ne suis pas le seul, très probablement, mais d'utiliser ce mot civilisation républicaine. Alors, je partirai d'un livre que mes collègues Serge Bernstein et Odile Rudel avaient publié il y a maintenant plus d'un quart de siècle et qui s'intitulait « Le modèle républicain ». Et dans ce livre, qui était en fait les actes d'un colloque et donc un livre collectif, les auteurs s'interrogeaient autour d'une notion proposée par Rudel et Bernstein, qui était la notion d'écosystème social. C'est-à-dire qu'ils mettaient en avant, et je souscris pour ma part en historien à cette vision, dont je précise qu'elle portait essentiellement sur la Troisième République dans ce livre. Mais donc cette vision était que l'écosystème résumait par une telle formule un équilibre entre un régime politique, la République donc là entendu comme régime politique, et un socle sociologique qui était constitué par des classes moyennes en expansion démographique et en extension politique en quelque sorte, et que, en quelque sorte, à la croisée de cette victoire d'un régime et de cette extension d'un socle, il y avait donc ce qu'ils appelaient l'écosystème. Je souscris, je l'ai dit historiquement, à une telle vision, sauf que je me permets d'y ajouter une troisième dimension, et on s'approche de cette notion de civilisation. C'est pour moi, l'écosystème républicain a aussi une dimension anthropologique, c'est-à-dire qu'à ce régime politique victorieux en 1870 qui permet de gérer par le biais d'un système représentatif des différences et d'arbitrer des différends, à ce socle sociologique donc qui fournit stabilité à ce régime, s'ajoutent des normes et des valeurs qui, en quelque sorte, sont à la fois portées par ce régime et qui lui assurent, en quelque sorte, sinon une pérennité, en tout cas une stabilité et une force. Alors, bien évidemment, en 25 minutes, puisque j'ai l'ambition d'arriver jusqu'à nos jours, je ne peux pas énumérer l'ensemble de ces normes et de ces valeurs, mais je dirais en résumant, mais vraiment un gros trait, et là aussi en proposant ces thèmes à la discussion, que trois notions me paraissent résumer ces normes et ces valeurs. D'abord, la notion d'intérêt général, qui se dégage à travers le système représentatif et qui peut ensuite s'exercer. C'est un problème politique, je ne l'aborde pas dans ces mécanismes, mais donc la notion d'intérêt général, la notion de tolérance. Je disais tout à l'heure que dans le fond, la finalité d'un tel régime est de gérer des différences et d'arbitrer des différends, car je rappelle que la République n'est en aucun cas un régime de rassemblement comme peut l'être un régime totalitaire. Il s'agit au contraire d'apprendre à gérer en quelque sorte, sinon une désunion, en tout cas des différences. Et donc le terme de la tolérance, et naturellement en toile de fond celui de la fraternité, ces deux thèmes sont présents. Mais j'en arrive donc au troisième thème, puisque j'en ai annoncé trois. Le troisième thème, c'est bien évidemment l'émancipation par l'instruction, émancipation demeurant double, émancipation sociologique par l'éventuelle mobilité sociale et émancipation culturelle, bien évidemment, par ce processus de l'instruction. Donc, ce que je développe dans un ouvrage récent et que je résume là en quelques phrases, c'est que dans le fond, il y a deux figures qui sont deux sœurs utérines, d'une certaine façon, qui résument cette civilisation républicaine. C'est à la fois Marianne, alors je ne reviens pas sur toute la vision de Maurice Agulon de Marianne, qui est d'abord une sorte de ligne d'horizon pendant près d'un siècle, c'est-à-dire, comme toute ligne d'horizon, elle est présente dans le regard, mais elle se dérobe, c'est-à-dire donc Marianne au combat, une république comme impossible, dans le champ des possibles, mais une république jamais véritablement atteinte dans la stabilité, en tout cas historique, jusqu'en 1870. Puis, effectivement, Marianne, pour reprendre
la vision hegelienne, Marianne au pouvoir à partir de 1870 et qui non seulement est au pouvoir, mais s'insinue dans les cœurs et les esprits en une trentaine d'années, puisque les travaux de Gulon et de bien d'autres collègues, dont certains ici présents, montrent effectivement cette insémination et donc par là même cet enracinement en environ une trentaine d'années, c'est-à-dire une génération. C'est important parce que c'est la génération qui permet à la laïcité également de s'installer. Et en 1900, on a déjà une génération qui a été formée en quelque sorte par l'école républicaine, une génération d'adultes, passée 20 ans plus tôt par l'école républicaine du début des années 80. Donc je parlais de deux sœurs, Marianne, mais aussi la semeuse. La semeuse, c'est à la fois, bien évidemment, la représentation stylisée sur nos monnaies, par exemple, mais aussi, et c'est pour ça que je file cette métaphore, c'est aussi l'emblème de la rousse, en quelque sorte, et à travers cette semeuse, je retrouve les aspects civilisationnels, tout le monde m'aura compris, c'est-à-dire la langue, qui me paraît essentielle. Je rappelle le mot de Camus, parce qu'il est quand même essentiel. Ma patrie, c'est la langue française. Et donc là, de mon point de vue, et en historien, je crois que nous sommes au cœur de cette civilisation républicaine, un territoire et une langue. Deuxièmement, l'école, je n'y reviens pas, mais avec sa double fonction, mais sans oublier la fonction première de l'instruction, car il y aurait anachronisme à décréter que l'école républicaine se voulait une démocratisation de l'ensemble d'une nation. Je ne reviens pas sur la distinction à établir, en tout cas pour la Troisième République. Et la semeuse aussi qui sème pas simplement l'instruction, mais aussi les valeurs par cette école républicaine. Donc, vous le voyez, je m'autorise d'une certaine façon à utiliser le mot civilisation en raison de la composante anthropologique, en quelque sorte, je réitère le terme, de cet écosystème républicain. Et tout ça débouche bien évidemment sur un sentiment d'appartenance, enfin bien évidemment, je veux dire la conséquence logique de ces ingrédients si la sauce prend en quelque sorte, et historiquement elle prend à ce moment-là, on n'a pas le temps de décliner, mais il y a une réalité en quelque sorte de cette prise en quelque sorte, réalité disais-je de communauté de destin historique et sentiment d'appartenance à cette communauté. Et j'insiste sur ce point, car dans le fond, notre discipline, Olivier Faron évoquait la discipline historique, c'est le récit, en quelque sorte, de ce destin partagé, mais un destin partagé, et là je me permets d'insister, ou en tout cas de soumettre ça à la discussion, qui n'est pas simplement un héritage, qui peut être le fruit d'une donation. À mes yeux, c'est ça qui est essentiel, c'est que l'histoire est, j'allais dire, le récit d'un passé, mais un passé qui peut être donné en donation à des composantes qui ne l'auraient pas, en quelque sorte, vécu par ancêtres interposés. Je vous invite à méditer sur ce point parce que cette notion de destin historique, là, en filant cette métaphore de la donation, elle prend non seulement consistance, mais valeur de ciment d'une certaine façon, du moins en théorie, bien évidemment. Donc, vous le voyez, je parlais du syndrome possible du restaurateur, Viollet-le-Duc, du syndrome possible du prêtre, qui invoque et qui évoque ce modèle. Je parlais du risque d'artefacts, et il y a bien évidemment un quatrième risque que je dois évoquer avant de passer à aujourd'hui, c'est que ce système, bien évidemment, il avait un UBAC, c'est-à-dire qu'il avait une face moins ensoleillée. Il faut la rappeler à ce stade, sinon nous revenons à cette reconstitution ex nihilo. Il y a notamment trois aspects qui donnent moins d'ensoleillement. C'est d'une part ce que j'appelle les oubliés EES de l'Agora, c'est-à-dire la moitié de la population française jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est une donnée essentielle et qu'il me faut à ce stade bien évidemment rappeler. Il y a également ce qu'on pourrait appeler la question sociale, c'est-à-dire un contentieux entre notamment tout l'apport socialiste des ralliés socialistes à la République, mais qui ont ce contentieux, en tout cas cette revendication à travers cette question qu'on appellera, faute de mieux à ce stade, la question sociale, même si la République ne prétend pas résoudre cette question, car il y a toujours le problème
de la déclaration d'intention, et l'historien a jugé aussi un régime et ses partisans et ceux qui mettent en œuvre en quelque sorte une politique à leur réalisation par rapport aux intentions proclamées. Toujours est-il qu'il y a donc éventuellement, sinon une aporie, en tout cas un contentieux sur ce registre de la question sociale. Et enfin, troisième élément, bien évidemment, la colonisation, même si c'est au nom du principe d'émancipation qu'un certain nombre de leaders justifient cette colonisation, l'historien est obligé de voir qu'il y a contradiction entre un certain nombre de ces principes et valeurs que j'évoquais tout à l'heure et un processus de colonisation qui, quelle qu'en soit la nature et l'époque, est quand même fondé sur le phénomène de conquête et souvent d'oppression. Donc il y a, on le voit, ces trois éléments. En dépit de l'existence de ces tubacs, incontestablement, il y a une période de rayonnement, et j'emploie à dessein le mot période, car ce système, et c'est ça qui m'autorise aussi à parler de civilisation, a eu le temps pour lui. En d'autres termes, ce système a eu de la durée. Et j'en arrive dans la dizaine de minutes qui me restent au second versant, en quelque sorte, de mon exposé, en remarquant que j'évoquais là la fin du XIXe siècle, mais que, incontestablement, ce système dont à gros traits je décrivais la gestation, l'apparition et le développement, a eu pour lui le temps, à travers, on va le dire, 2 ou 3 facteurs. D'abord, premier facteur, il a surmonté des épreuves, avec notamment, je n'ai pas le temps de développer, la Première Guerre mondiale, qui a été une sorte de test d'effort, en quelque sorte historique, pour ce régime, un test épouvantable, bien évidemment, en ce qui concerne le bain de sang et le tribut du sang payé, mais incontestablement, d'ailleurs, le livre que j'évoquais tout à l'heure, je le commence au 14 juillet 1919, car la République victorieuse proclame à la face du monde sa victoire, avec les maréchaux, mais aussi le tribut du sang, c'est-à-dire les invalides qui défilent en tête de cortège. Ce qui est encore plus important à mes yeux que cette Première Guerre mondiale, c'est la crise des années 30, puisque un certain nombre de régimes riverains s'écroulent à ce moment-là, et notamment la République de Weimar, et que la République française, très affaiblie, surmonte l'épreuve, incontestablement. La crise est surmontée, même si ensuite on peut inverser le poids de la charge et dire qu'ensuite il y a la défaite de 1940. Toujours est-il que la crise a été, alors je retire peut-être le mot surmontée, en tout cas elle a été bornée, bordée, canalisée. Et enfin il y a 40-44 qui est à bien des égards une phase anti-républicaine, mais je rappelle le mot du général de Gaulle qui s'interroge: pourquoi aurais-je à reproclamer la République en 1944 ? À ses yeux, elle n'avait pas cessé d'être. Et donc, incontestablement, 3 épreuves qui, toutes les 3, d'une certaine façon, ont été surmontées par ce régime. C'est un premier indice de la durée. Il y en a un second, c'est que, un deuxième, puisqu'il y en aura un troisième. Un deuxième indice, c'est que cette République a connu une sorte de ravalement historique au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En effet, a lieu à ce moment-là ce qu'on peut appeler, mais à gros traits, et là aussi le terme peut être discuté, l'État-providence, la mise en place de l'État-providence, et donc cette composante d'État social qui jusque-là était en tout cas critiquée dans son absence supposée par les adversaires de la République ou les ralliés plus récents à la République, cette composante désormais est présente, y compris, j'allais dire, dans les textes constitutionnels. Donc incontestablement, de ce point de vue, l'un des aspects de l'UBAC que j'évoquais tout à l'heure se trouve à son tour sur un versant ensoleillé, pour filer la métaphore jusqu'au bout. Je n'insisterai pas, même si c'est essentiel à mes yeux, sur le vote des femmes dans cette même période de l'après-guerre, qui est essentielle et qui enlève, là encore, à ce régime ce qu'il pouvait avoir de plus complexe par rapport à ses propres principes, en quelque sorte, et aussi, même si j'ai scrupule à le résumer en un mot, la décolonisation, qui est l'un dans l'autre, quand même l'un dans l'autre, apportée au régime de ce régime, en quelque sorte, à l'actif de ce régime, puisque c'est la 4e, puis surtout la 5e République, qui mène à bien ce processus. Donc,
il y a une réhabilitation, mais il y a aussi un nouveau socle. Et c'est là-dessus aussi que je voudrais insister. Il y a ce que j'ai appelé dans plusieurs ouvrages les 4 P, c'est-à-dire que cette République modifiée 1945, en quelque sorte, elle va être sous-tendue par 4 éléments très porteurs. On va dire, pour filer une autre métaphore, que 4 faits se sont penchés sur le berceau de la Nouvelle République ou de la Nouvelle Pousse, en quelque sorte. C'est d'une part la prospérité, les 30 glorieuses. Je vous parle d'un temps où la croissance annuelle est de 6% l'an certaines années. Donc on mesure déjà ce que représente pour un écosystème un tel élément d'allant historique, en quelque sorte. Le deuxième P, c'est le plein emploi. Le troisième, c'est la croyance dans le progrès, qui n'est pas qu'une croyance qui correspond à une réalité historique où demain est meilleur qu'aujourd'hui à l'époque, par les multiples indices, en quelque sorte, qu'on peut mettre en avant. Et enfin, en tout cas à partir de 1962, la paix, à la fois la paix dans les relations internationales, fin de la guerre froide, fin des guerres coloniales, et aussi la paix civile, avec le dernier rébranlement qui a été, à cette époque, qu'ont été les soubresauts liés à la guerre d'Algérie. Mais précisément, et ça me permet une transition vers aujourd'hui, on voit bien que ce socle était assurément moins solide que le socle originel, car ces 4 P, par définition, sont friables, voire historiquement mortels. Et donc la question qui se pose, c'est, nous sommes confrontés aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je veux dire depuis plusieurs décennies, à un double changement historique, à un changement qu'on pourrait qualifier de conjoncturel et un autre de structurel. Le conjoncturel, c'est les 4 P. Je n'y reviens pas, la prospérité, si on reprend les indices de croissance, il est bien évident qu'on n'est plus dans la même configuration historique. Le plein emploi, je n'en parle même pas. Le progrès est devenu une sorte de ligne d'horizon plutôt anxiogène qu'un report en avant qui était en même temps une marche en avant pour toutes les idéologies dans les années 60, même les idéologies opposées, et resterait le P de la paix en ce qui concerne les relations internationales, mais en tout cas depuis 2015, il est toujours difficile, en tout cas devenu difficile, de parler totalement de paix civile, pour toute une série de raisons sur lesquelles on aura peut-être à revenir. Donc on a un changement conjoncturel, mais déjà en lui-même structurel, mais il y a surtout un autre changement qui est le changement de paradigme historique, avec d'une part la globalisation. Que veut dire un état-nation dans un monde globalisé? Question classique, mais question qui est la question essentielle. Par ailleurs, vous parliez tout à l'heure, monsieur, d'histoire culturelle. L'historien d'histoire culturelle que je suis sait que les changements de vecteurs culturels sont toujours l'occasion de mutations historiques accélérées. Je fais allusion notamment au XVe siècle et à l'imprimerie. Je pense que nous sommes, outre le phénomène de globalisation, à travers la révolution, on va dire, informatique pour aller vite, nous sommes dans pour le meilleur ou pour le pire, dans une phase de révolution culturelle encore plus accélérée que la précédente. Et donc la question qui se pose, et je terminerai par là en 2 ou 3 minutes, c'est: peut-on parler de civilisation républicaine? J'ajouterai aujourd'hui. Et je me contenterai à ce stade d'évoquer 4 ou 5 symptômes qui me paraissent inquiétants, en essayant de les traiter avec la sérénité de l'historien, mais sans pour autant en enlever une éventuelle inquiétude du citoyen. La première question, je n'y reviens pas, c'est la disparition non seulement des 3 premiers P, mais l'interrogation sur le P de la paix civile, qui est une réelle interrogation, parce que faire l'histoire de la République dans un premier temps, c'est aussi, pendant un certain nombre de décennies, faire l'histoire d'une décrue de la violence civile. Et l'historien doit faire le constat que cette décrue s'est terminée, que peut-être nous sommes dans une phase historique inverse. En tout cas, la question doit être posée puisqu'on se place dans le temps long. Ma deuxième interrogation, c'est la question du socle sociologique. Bien évidemment, à travers les 4 P que j'évoquais à l'instant, le socle des classes moyennes s'était encore
renforcée après 1945, à tel point qu'on a même vu un président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, évoquer ce corps central qui aurait représenté, selon lui, 75% des Français dans les années 70. Il y a eu en tout cas, à la fois de la part des sociologues et des politiques, l'idée d'une moyennisation de la société française. Force est de constater que moins d'un demi-siècle plus tard, nous n'en sommes plus là et que même a commencé ce que j'appelle pour ma part le syndrome de la banquise, c'est-à-dire de ce grand corps central se détache par bloc progressivement un certain nombre d'éléments qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le domaine politique. Déjà 1992, le référendum sur Maastricht avait montré que le non l'emporterait très largement dans les catégories populaires, que non seulement l'Europe devenait, dès ce stade, un facteur d'interrogation, voire un facteur anxiogène, mais que commençait à apparaître à ce moment un fossé entre ces catégories populaires et une large partie de la classe populaire et des autres catégories. Depuis, le syndrome de la banquise a continué à opérer avec le délestage, en quelque sorte sociologique, d'une partie des classes moyennes. On le voit à un certain nombre d'indices qui sont indéniables. Et donc, si je filais une métaphore, alors dans le temps très 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 long, je dirais que nous sommes en face d'un phénomène de sécession. La République romaine avait connu la sécession de la plèbe, le mot plèbe n'étant pas péjoratif, étant dans son sens historique naturellement de l'époque, et avait connu son retrait sur l'Aventin. Je m'interroge en historien pour savoir s'il n'y a pas actuellement un retrait sur l'Aventin d'une partie de ces catégories. Et de surcroît, n'observe-t-on pas, c'est une question que je pose, aussi un retrait sur l'Aventin d'une partie des élites françaises? Et une république avec deux retraits sur deux Aventins, ça devient une république difficile à imaginer par rapport à la définition et à l'écosystème qu'on évoquait tout à l'heure. Avant-dernier point, les valeurs. Les années 60 ont été porteuses, je le disais, avec quand même un effet dès ce moment-là qui est une sorte d'effet pervers historique, le mot pervers n'étant pas connoté, mais vous allez voir dans quel sens je l'utilise, avec donc cette sorte de libéralisation qui fait que de la défense de l'individu, qui faisait partie des valeurs républicaines, on est passé à l'individualisme. Or, l'écosystème républicain était tout sauf porteur de cet individualisme. Donc il y a eu en quelque sorte une évolution aussi à l'intérieur même de ces valeurs, qui fait que cette évolution fait que ces valeurs ne sont plus les mêmes. J'ai gardé à dessein, puisque mon collègue M. Anceau va évoquer la laïcité, je ne l'ai pas du tout évoquée, elle faisait naturellement partie de l'écosystème républicain, et si je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je me dois de le dire quand même à ce stade, mais sans aller plus loin, sauf que je vois réapparaître une question religieuse, c'est-à-dire que la laïcité française est confrontée aujourd'hui à une question religieuse. Enfin, avant-dernière question, et j'en aurai terminé, je n'ai pas évoqué jusque-là ou très peu le creuset, tel que l'appelait Gérard Noiriel. Incontestablement, ce creuset, son fonctionnement, même avec d'éventuels ratés, faisait partie de l'écosystème républicain. C'était implicite de mon propos. Et la question que je me dois de poser en historien, le creuset n'est-il pas en train de devenir une mosaïque où, si on reprend l'image de l'archipel, on peut multiplier les images et les métaphores. Ce qui est important derrière, c'est la question que posent de telles métaphores. Et enfin, bien évidemment, l'école. J'ai parlé d'Albert Camus, j'ai plaisir d'une certaine façon à terminer par le maître d'école d'Albert Camus, par M. Germain, qui était donc instituteur dans l'une des écoles communales d'Alger, et à qui Albert Camus a rendu hommage à la fois dans le premier homme, mais aussi au moment de la réception de son prix Nobel de littérature. Et d'une certaine façon, cette civilisation républicaine, elle est incarnée en quelque sorte par M. Germain. Et est-ce que les M. Germain ont encore place de nos jours, à la fois socialement et aussi par leur action dans notre écosystème? Je pose la question et en un mot, je dirais oui, on peut parler de civilisation républicaine. La question qui se pose, c'est
est-ce que ça a été un moment de notre histoire? La réponse, là encore, est oui. Mais ce moment dure-t-il encore aujourd'hui? Je pose la question. Je dirais simplement, vous l'avez vu, que mon exposé tout entier était porté par une métaphore, la métaphore de l'organisme vivant. L'écosystème, c'est un organisme vivant. Et je citerai Paul Valéry, qui ne parlait pas de la civilisation républicaine, mais de la civilisation européenne en 1919, et qui disait « Nous autres civilisations savons maintenant que nous sommes mortels ». C'est la question que je pose concernant la civilisation républicaine. J'en ai terminé. Merci infiniment, monsieur le professeur, pour cet éclairant exposé. Alors, vous avez parlé des métaphores du corps. Je vais reprendre une autre métaphore que vous avez utilisée, qui était celle du chemin intellectuel sur l'Ubac et l'Adré de la République. Rappelons les normes et les valeurs à travers l'intérêt général, la tolérance et la question de l'émancipation par l'éducation et l'instruction. Vous imaginez que dans cette maison fondée pendant la Révolution française, ces termes parlent beaucoup à l'ensemble des personnes qui participent à cette mission. Et la question du changement de paradigme historique, les 4 P, prospérité, plein emploi, progrès et paix, qui viennent finalement peut-être un peu interroger, percuter, avec un point que vous avez évoqué au centre de votre exposé sur la question de l'héritage, de la donation plutôt, de ces valeurs et de ce récit qui finalement est peut-être la seule façon de faire durer cet héritage-là et qui, à toutes les personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont dans cette question de la transmission, de l'enseignement, doivent forcément parler, puisqu'il s'agit évidemment d'une donation à des personnes qui n'ont pu ne pas vivre ces événements par personne interposée. Merci infiniment pour cet exposé. Éric Anceau, un grand plaisir de vous accueillir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université. Vous êtes spécialiste de l'histoire du XIXe siècle, de l'État, des pouvoirs, des sociétés et des politiques publiques en France et en Europe. Vous avez beaucoup publié sur les questions d'État-nation, sur les internationales, les grands conflits du XIXe siècle, les politiques éducatives et la laïcité. Vous avez été récompensé du Grand Prix de la Fondation Napoléon en 2000 pour vos travaux sur le Second Empire et de 3 prix de l'Institut de France, en particulier le prix Guizot de l'Académie française en 2018. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, vous avez enseigné pendant plusieurs années à Sciences Po Paris, une maison aussi dont on parle beaucoup, et vous avez été professeur invité dans de nombreuses universités étrangères, à Poznan, à l'University College of London, à Hangzhou et à Bucarest. Votre exposé s'intitule « Laïcité, histoire d'un grand principe politique ». Nous vous écoutons. Merci, cher Thibaut Duchesne, monsieur l'administrateur général, monsieur le secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, mesdames et messieurs, chers collègues, chers amis. Notre thème du jour est consacré à la manière de faire République en 2021 et naturellement, dans le cadre de ce cycle, à la manière dont la laïcité, plus spécifiquement, peut nous permettre d'y parvenir. Les quelques éléments de réflexion que je voudrais vous proposer aujourd'hui s'inscrivent dans une réflexion d'ailleurs qui est devenue centrale pour moi depuis quelque temps. Voilà 30 ans que je réfléchis, Thibaut Duchesne l'a rappelé, à l'histoire de l'État, au rapport entre le peuple français et ses dirigeants, à la façon de faire République et de faire nation. Et naturellement, dans ce cadre, j'ai déjà organisé quelques journées d'études et publié des articles sur le principe de laïcité qui a joué un rôle fondamental. Mais depuis 30 ans aussi, et singulièrement depuis quelques années, la société et la laïcité française sont confrontées à de nouveaux paramètres. Alors j'enfonce ici une porte ouverte, voire une série de portes ouvertes, la mondialisation qu'on a évoquée, l'individualisme, l'islam. Or, la plupart du temps, le débat n'est pas abordé comme il devrait l'être, me semble-t-il, soit par instrumentalisation, soit par méconnaissance de la laïcité. À l'appui, je me contenterai de rapprocher 2 faits de notre actualité la plus récente. La vague d'indignation surjouée autour des 8 affiches du ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la laïcité à l'école, qui a saturé littéralement l'espace public pendant quelques heures, avant que l'actualité spectacle ne se tourne vers une autre polémique. On sait comment ça se passe. À l'inverse, la loi confortant les principes de la République, promulguée le 24 août dernier, qui, elle, par contre, n'a pas recueilli l'écho dont aurait dû bénéficier, alors qu'elle est pourtant fondamentale, puisqu'elle vient compléter, comme on va le voir, et modifier la loi de 1905.
Pourquoi j'ai ressenti l'impérieuse nécessité de consacrer une grande partie de mon temps à la laïcité pour en faire la pédagogie avec mon regard d'historien, du politique et du social, attaché à la fois à l'interdisciplinarité et aux évolutions de notre société. D'abord au sein du DU référent laïcité que mon collègue philosophe Pierre-Henri Tavoyot et moi avons ouvert à Sorbonne Université, ensuite avec un livre à paraître prochainement, avec un certain nombre d'interventions de terrain également. Alors je vous propose, dans le temps qui m'est imparti, de revenir sur 3 points. D'abord, la manière dont on peut définir le principe de laïcité et dont on doit l'inscrire, me semble-t-il, dans une histoire longue. Ensuite, son inscription plus spécifique dans notre République, au XXe et XXIe siècle, et mon intervention ici fera directement écho, bien évidemment, à celle de Jean-François Sirinelli. Enfin, à la lumière de ces 2 premiers points, la façon dont on peut interpréter la situation actuelle et les mesures qui viennent tout juste d'être adoptées. Alors, je commencerai donc par une définition du principe de laïcité inscrite dans l'histoire longue. On sait ce que la laïcité française doit au philosophe Ferdinand Buisson, directeur de l'enseignement primaire, sous le ministre de l'Instruction publique Jules Ferry, à partir de 1879. C'est lui qui se réserve l'article laïcité dans le dictionnaire de pédagogie et d'instruction primaire, dont il dirige la publication entre 1878 et 1887, ce qui souligne au passage l'importance qu'il accorde à cette question de laïcité. Il la présente à la fois comme une valeur philosophique d'émancipation humaniste et universaliste dans l'esprit des Lumières et comme un principe juridique établi par l'État souverain au nom de l'intérêt général. La laïcité repose, selon lui, sur un idéal d'organisation pacifique de la cité, débarrassé de l'ambition dominatrice des religions, sur le refus de tout assujettissement du politique et du civil aux religieux, sur le fait que la loi civile est placée au-dessus de toute autre règle. Elle est ainsi un principe fondamental d'organisation politique. Elle s'appuie donc sur le droit, mais elle représente aussi beaucoup plus que le simple cadre juridique dans lequel certains voudraient l'enfermer, par exemple aujourd'hui. En effet, elle est également une question philosophique, sociologique, culturelle et historique. Comme l'a écrit avec force et justesse Émile Poula, l'histoire est d'ailleurs essentielle en matière de laïcité, car plus encore sans doute que dans d'autres domaines, les instrumentalisations du passé sont ici nombreuses et nous en avons vu hier une à la télévision sur la 5, en raison de la complexité des faits et des enjeux. Buisson lui-même fait un long détour par l'histoire pour expliquer l'ambition républicaine et laïque. Il rappelle d'abord l'étymologie du mot laïcité qui vient du grec laos, désignant le peuple dans son acception la plus large, beaucoup plus large que le démos politique ou que l'ethnos culturel et physiologique. Comme les autres pères de la Troisième République, Buisson n'a aucun scrupule à remonter d'ailleurs très haut dans le cours de l'histoire les questionnements des philosophes grecs et romains, l'irruption du christianisme qui impose un choix entre César et Jésus, le conflit entre la couronne de France et la tiare pontificale, l'autonomisation et l'affirmation de l'État royal par rapport au pouvoir religieux, en particulier avec Philippe le Bel au tournant des XIIIe et des XIVe siècles. Il insiste, Ferdinand Buisson, sur le traumatisme des guerres de religion et sur le rôle joué alors par le parti des politiques et par Michel de l'Hospital, sur les débats sur la tolérance qui ont suivi et sur les voies de modernité proposées par les Lumières. Plus directement encore, Buisson souligne les origines révolutionnaires de la laïcité et comment ne pas évoquer ici même au CNAM le nom de l'abbé Grégoire et celui de Condorcet. Il insiste aussi beaucoup, évidemment, sur le rôle de l'affrontement qui court tout au long du XIXe siècle entre deux Frances, celle qui se revendique comme la fille aînée de l'Église d'une part et celle qui se considère comme l'héritière de 1789 de l'autre. C'est le moment où 3 professeurs de la Sorbonne, et d'ailleurs je précise aussi 3 futurs ministres, donnent au mot laïque une connotation politique en s'appuyant sur l'histoire. L'historien François Guizot, son collègue le philosophe Victor Cousin et le professeur de littérature François Villemain. Notons d'ailleurs que le mot laïcité lui-même, dont on a longtemps fait remonter les premières occurrences au début de la Troisième République, alors je veux ici pour preuve une délibération du Conseil général de la Seine en 1871, une définition dans l'encyclopédie de Larousse en 1873 et une autre dans le supplément du dictionnaire de Littré en 1877, était déjà utilisée dans le bouillonnement politique de la Deuxième République en 1849 et possiblement encore avant.
C'est dans cette période cruciale, entre 1789 et les grandes lois laïques des années 1880, que la France accomplit une révolution qui l'a fait passer du principe de catholicité au principe de laïcité, c'est-à-dire d'un régime fondé sur la vérité à un autre reposant sur la raison. Une remarque importante ici pour la suite de mon propos. Le principe de laïcité permet de mettre en œuvre les grandes valeurs de la République, et en particulier la devise républicaine sous forme de triptyque, forgée en 1848, liberté, égalité, fraternité, et au rang des libertés, 3 libertés bien sûr, la liberté de conscience, la liberté de culte et la liberté d'expression des opinions et des convictions, en s'appuyant sur un certain nombre de moyens qui, eux, je le précise, peuvent varier selon les époques, selon les volontés politiques et selon les attentes sociales, et qui définissent ainsi différents régimes de laïcité. Parmi ces moyens possibles figurent naturellement la neutralité de l'État et la séparation des églises et de l'État qui, on le sait, constitueront les pierres angulaires de la loi du 9 décembre 1905. Mais la laïcité républicaine aurait pu être différente. Dans l'esprit de la plupart des pères fondateurs de la République, à commencer par Jules Ferry lui-même, le programme laïque est ainsi achevé dès les années 1880, donc en amont de la séparation, dont Ferry n'est pas partisan lui-même, il faut le savoir, il faut le rappeler. Quant aux concepteurs de la loi de 1905, Briand et son équipe, dont Paul Grunbaum-Balin, ils feront l'inventaire des autres grands modèles de laïcité existants dans le monde à l'époque. Ils étudieront donc avec soin le cas des États-Unis, du Mexique, du Brésil et du Canada, avant, il est vrai, de tous les écarter. Je n'ai pas le temps d'expliquer ici pourquoi. Alors, deuxième point de mon exposé, la laïcité républicaine au XXe et en ce début du XXIe siècle. Les républicains de la Troisième République sont parfaitement conscients de la complexité du fait religieux et de l'impossibilité de gagner leur combat sans détacher la grande majorité des catholiques de l'emprise cléricale. Je rappelle qu'à l'époque, au XIXe siècle, les catholiques constituent bien évidemment l'immense majorité de la population française. Ces pères fondateurs vont donc faire preuve, avec la loi du 9 décembre 1905, de pragmatisme, sans renoncer pour autant à la vigilance. Ils ont choisi la séparation plutôt que le maintien du concordat, qui permettait de mieux contrôler les religions, parce qu'ils ont estimé que l'Église ne pourrait plus imposer ses vues. Mais ils ont aussi pris des garanties pour assurer l'ordre public et la liberté aux personnes à tous les niveaux de la vie collective. Principe fondamental de paix civile, la laïcité ne peut se dispenser de fermeté. La loi de 1905 offre à toutes les religions la possibilité de s'épanouir dans le respect mutuel et dans celui de l'ordre public, des droits individuels, de la liberté de conscience et du vivre en commun. Elle établit la séparation des églises et de l'État, mais cela ne veut pas dire une absence de relation, mais la mise en place d'un nouveau code relationnel. Elle établit aussi la neutralité de l'État, ce qui ne signifie pas un désengagement, mais le refus de prendre parti entre les religions. Si les gouvernants partisans par essence ont naturellement conservé ensuite leur fonction d'expression et d'orientation de la société civile, l'État a pu faire preuve d'efficacité en grande partie grâce à sa neutralité, fruit de cette loi. Celle-ci lui a en effet conféré une autorité découlant de son impartialité. La neutralité est désormais consubstantielle au principe de laïcité à la française, comme l'a juridiquement mis en forme le Conseil constitutionnel à la suite d'une QPC en février 2013. Il est en revanche utile de rappeler pour notre propos que la loi de séparation ne cite à aucun moment le mot laïcité, pas plus d'ailleurs que les adjectifs laïque, QE, et laïque avec un C. C'est la loi fondamentale, vous le savez tous, de la 4e République en 1946, puis celle de la 5e République en 1958, qui constitutionnalise la laïcité, sans qu'aucun de ces textes ne la définisse. Et cette absence de définition ne signifie pas son manque d'importance, bien au contraire. La loi constitutionnelle du 4 août 1995 fait même passer la laïcité de l'article 2 de la Constitution à l'article 1er inséré entre le préambule et le titre 1. De ce fait, l'architecture de la Constitution et sa lecture s'en trouvent modifiées. Toutes les institutions doivent répondre au caractère fondamentalement laïque de la République. En revanche, et ça me semble très important, cette absence de définition de la laïcité dans les textes fondamentaux et plus largement dans le droit positif français n'est évidemment, vous en doutez, pas fortuite. Elle a d'abord permis de faciliter l'acceptation puis l'appropriation du principe par chacun,
sans cas de conscience, à une époque où, je le rappelais tout à l'heure, les choses n'étaient pas évidentes. C'est à ce prix que le principe de laïcité a pu s'imposer comme une volonté nationale. Ensuite et surtout, cette plasticité a permis et permet toujours aujourd'hui en 2021 aux politiques de disposer d'une marge de manœuvre. C'est à ce prix aussi qu'il peut s'adapter aux nécessités du temps. Dans l'esprit des auteurs et des soutiens de la loi de 1905, et j'invoquerai ici Briand, Buisson ou Jaurès, celle-ci marque indéniablement, nous sommes tous d'accord, une étape capitale dans l'histoire de la laïcité, mais elle n'en demeure pas moins une étape. Par ailleurs, après avoir pesé les avantages et les inconvénients, la République a décidé avec pragmatisme, vous le savez, de maintenir des héritages des régimes antérieurs et d'autoriser des dérogations aux régimes nouveaux, dont les plus importantes concernent l'Alsace-Moselle et plusieurs collectivités d'outre-mer, sans que cela ne pose de réels problèmes ni n'occasionne de remise en cause majeure. Pendant un court XXe siècle, qui va de la Grande Guerre au bicentenaire de la Révolution en 1989, le succès de la laïcité républicaine française a été indéniable, hors de deux grandes querelles liées à l'école, entre 1951 et 1960 d'abord, entre 1980 et 1984 ensuite. Ce succès a sans doute été facilité par le fait que les deux camps antagonistes partaient, me semble-t-il, je ne suis pas le seul à le dire, d'une matrice culturelle commune dont ils donnaient des interprétations différentes, mais sans ni l'un ni l'autre la remettre en cause. Il existait un lien réel et solide entre la laïcité et le substrat civilisationnel sur lequel elle était apparue. Avec le Concile Vatican II, au début des années 1960, le catholicisme a même accepté officiellement de renoncer à son dessein originel d'ordonner l'existence collective en fonction de son fondement transcendant et d'intégrer ce qui constitue le cœur du principe de laïcité. C'est alors qu'est survenu un imprévu de l'histoire, l'irruption puis l'installation en France d'un islam dynamique, visible et revendicatif, dont l'affaire de Creil en 1989 constitue un repère originel, commode. La laïcité française, qui avait connu jusque-là une trajectoire que je qualifierais de purement endogène, a subi un choc exogène auquel elle a dû s'efforcer, bien évidemment, de répondre. L'histoire de la laïcité s'est alors remise en marche, serais-je tenté de dire. Je ne vais évidemment pas aborder ici cette question du défi que représente l'islam pour la laïcité. Et je vais me contenter de dire que l'élargissement du périmètre de la laïcité française, qui en a résulté depuis 2004, a répondu à plusieurs des questionnements nouveaux, sans brimer aucune religion en général et sans nuire à l'islam en particulier. La loi du 15 mars 2004 sur le port des signes et des tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées a, on s'en souvient tous, tout du moins pour les plus anciens d'entre nous, suscité un vif débat en son temps. Mais bien avant l'étude très récente d'Éric Morin, qui a montré combien elle a favorisé cette loi, la réussite scolaire des jeunes musulmanes, les observateurs objectifs, dès la fin des années 2000, constataient déjà qu'elle ne donnait pas lieu à des contestations violentes, qu'elle ne générait aucun contentieux inextricable et qu'elle permettait en fait de résoudre toutes les affaires qui relevaient d'elle. Aujourd'hui, la laïcité est devenue incontestable en tant que moyen de pacification sociale pour l'immense majorité des Français, comme le prouvent toutes les enquêtes d'opinion. Cependant, elle divise davantage, vous le savez, lorsqu'elle cherche à imposer un comportement de vie quotidienne et à émanciper, car bien évidemment l'émancipation est plus subjective que la pacification, et émanciper quelqu'un contre sa volonté peut signifier l'aliéner. Alors là, le droit objectera qu'en certaines circonstances, il va protéger l'individu contre lui-même, ainsi dans le domaine de la santé, de la sécurité routière, ou dans le cas d'espèce, les femmes et les enfants musulmans sous l'emprise du milieu familial. Il est aussi opposable que de nouveaux abus sont bien évidemment apparus depuis quelques décennies, en particulier dans cette sphère intermédiaire entre l'espace privé et celui de l'intérêt général, à savoir l'espace social, celui de la circulation publique, le plus complexe. Pourquoi ce problème ? Tout simplement, me semble-t-il, parce que le politique, je ne suis pas non plus le seul à le dire ici, a laissé souvent la main aux juges dans l'interprétation de la loi de 1905. Et cette judiciarisation de la laïcité, constatée par des juristes eux-mêmes, a conduit celle-ci à devenir partiellement,
je cite ici mon collègue Pierre Mazet, un droit subjectif qui permet à l'individu de faire valoir une dimension de son identité, jusque-là essentiellement privée, dans l'espace public. Ce phénomène a ouvert la voie à la multiplication des revendications contre la laïcité au nom du principe de non-discrimination. Des interprétations divergentes de la laïcité, vous le savez tous, se sont même faites jour au sein même de l'appareil d'État. Et cette cacophonie a rendu la laïcité sans doute plus complexe et moins lisible pour le grand public, et a profité naturellement à tous ses adversaires. Je n'épilogue pas sur ce point, bien connu, pour aborder le troisième point et dernier point de mon intervention. La laïcité aujourd'hui et demain. Alors nous sommes sans doute, mesdames et messieurs, chers collègues, à une importante croisée des chemins. Le problème des années à venir est moins l'islam que ce que la majorité des Français, leurs responsables politiques, entendent faire de la laïcité. La laïcité républicaine peut être maintenue telle qu'elle. Elle peut être amendée et confortée. Elle peut être remplacée par une forme de laïcité moins contraignante qu'elle, comme il en existe ailleurs. Elle peut même être totalement abandonnée. La question peut sembler secondaire face aux enjeux géopolitiques, économiques ou environnementaux. Mais elle est en réalité capitale, et c'est bien évidemment ce qui nous rassemble tous ici, car cette question conditionne la façon dont la France entend poursuivre son histoire, en continuité ou en rupture avec son passé. Je ne vous apprends rien en disant que si la laïcité n'est évidemment pas un mantra permettant de résoudre tous les problèmes du pays, de la forme de la laïcité retenue découlent des choix de société qui peuvent être radicalement différents et avoir des effets tout à fait considérables. L'historien qui essaie, au prix d'un effort intérieur constant, de séparer ses propres convictions de la vérité, se gardera d'essayer de devenir le confident de la Providence et se contentera, au risque de vous décevoir, de décevoir notre public, d'esquisser des évolutions possibles. Tel est d'ailleurs, me semble-t-il, le cœur de la démarche laïque. Il me faudrait, pour être complet, passer en revue ici toutes les possibilités d'évolution que je soulignais tout à l'heure. Je me contenterai, faute de temps, de dire quelques mots du choix qui a été fait très récemment par le gouvernement. Depuis quelques années, l'idée d'une révision constitutionnelle renforçant la laïcité ressurgit, vous le savez, périodiquement. Ainsi, la majorité, les Républicains du Sénat, a adopté en première lecture, le 19 octobre dernier, une proposition de loi visant à adjoindre à l'article 1er de la Constitution la phrase suivante : « Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'exonérer du respect de la règle commune. » Et aussi visant la modification de l'article 4, de manière à ce que les partis et les groupements politiques puissent désormais respecter non seulement les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie, mais également la laïcité, et je cite toujours cette proposition de loi Les Républicains au Sénat, afin de faire obstacle aux partis communautaristes. Cette proposition de loi, vous le savez, a été repoussée par l'Assemblée sur demande du gouvernement qui avançait, pour motiver son refus, le dépôt à venir du projet de loi confortant le respect des principes de la République. Plutôt que de modifier la Constitution au risque de soulever des tempêtes et d'être accusé de contrevenir aux engagements européens et internationaux de la France, le gouvernement a jugé préférable d'agir par une nouvelle loi, comme la loi de mars 2004. La loi confortant le respect des principes de la République du 24 août dernier se fixe un ambitieux programme. Elle entend protéger, je cite, « l'intégrité nationale menacée par le repli communautaire, les séparatismes, l'archipélisation de la société, et elle entend aussi adapter la laïcité aux réalités du XXIe siècle. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le législateur, je m'abrite derrière lui. Alors, il est impossible de tout dire ici d'un texte qui comprend 4 titres, 8 chapitres, 103 articles, mais je voudrais néanmoins, pour finir, relever 7 éléments pour souligner toute la portée de cette loi et les modifications qu'elle apporte, les amendements, les prolongations à la loi de 1905. Premier point, la loi étend l'obligation du principe de neutralité aux membres des conseils municipaux pour toutes les attributions qu'ils exercent au nom de l'État, mais aussi aux organismes ou entreprises délégataires de services publics, et elle fait ainsi passer plusieurs millions de salariés du privé sous le régime de la neutralité. Quelques exemples, les employés des aéroports,
les chauffeurs de bus, les conducteurs de rames de métro, les agents de crèche et de divers équipements sportifs et de loisirs, comme les piscines, les employés de sociétés HLM. Je crois que nos compatriotes n'ont pas pris la mesure du changement vers lequel nous allons. Deuxième point, la loi prévoit la formation de l'ensemble des agents de la fonction publique à la laïcité, en particulier les futurs enseignants et personnels de l'éducation. Elle prévoit le déploiement de référents laïcité dans toutes les administrations et auprès des collectivités locales, et même, à la suite d'un amendement parlementaire, l'institution d'une journée d'échange sur la laïcité dans la fonction publique, le jour de la fête de la laïcité, le 9 décembre. Troisième point, la loi oblige toutes les associations ou fondations qui souhaitent un agrément ou la reconnaissance d'utilité publique, toutes celles qui bénéficient d'une subvention publique, à s'engager à respecter le caractère laïque et les principes de la République dans un contrat d'engagement républicain. À cet égard, la loi met un accent particulier sur le domaine du sport, on en parlait tout à l'heure en off, où une pédagogie de la laïcité et de la lutte contre la discrimination est prévue, elle me semble s'imposer. Quatrième point, on connaît la place privilégiée qu'occupe l'école dans la laïcité française. Tout à l'heure, Jean-François Sirinelli l'a rappelé. La loi en tient compte en y renforçant les contrôles. Elle rend la scolarisation de tous les enfants dans un établissement scolaire obligatoire et l'instruction d'un enfant en famille dérogatoire. L'école à la maison est désormais soumise à autorisation et non plus seulement à déclaration. Et il est prévu de n'accorder cette autorisation que pour 4 motifs importants. Les écoles privées hors contrat doivent répondre à de nouvelles obligations. Le préfet peut s'opposer à l'ouverture de celles qui sont soutenues par un État étranger, hostile à la République, et les écoles non déclarées ou qui n'ont pas remédié aux défaillances constatées par l'administration peuvent être l'objet d'une fermeture administrative. Par ailleurs, un effort de mixité sociale, je resterai content, dans les établissements scolaires publics et privés sous contrat est annoncé en lien avec les collectivités territoriales. Cinquième point, la loi protège les héritiers réservataires sur les biens situés en France quand la succession relève d'une loi étrangère qui ne reconnaît pas l'égalité des enfants héritiers. Elle interdit la délivrance de certificats de virginité, elle réprime mieux les mutilations sexuelles, le mariage forcé et la polygamie. Sixième point, tenant compte du drame que nous avons vécu l'an dernier, avec l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, elle crée un délit de mise en danger de la vie d'autrui quand on divulgue des renseignements relatifs à la vie privée ou familiale de quelqu'un et qu'on appelle à la haine contre lui sur les réseaux sociaux et un délit d'entrave à la fonction d'enseignant. La lutte contre les contenus haineux en ligne est renforcée. Enfin, septième et dernier point, la loi modifie les lois de 1905 et de 1907 pour mieux contrôler les lieux de culte et les associations cultuelles, et en particulier pour les protéger des prises de contrôle malveillantes possibles par des États étrangers ou par des groupes radicaux. Elle fait la transparence sur les avantages accordés par les collectivités locales pour construire les lieux de culte et pour délivrer des baux amphithéotiques. Elle modifie aussi la police des cultes en alourdissant les peines en cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence commise par un ministre des cultes et en interdisant clairement les opérations de vote pour des élections politiques françaises ou étrangères, comme cela a pu être le cas dans certains lieux de culte, nous le savons. Elle permet au juge d'interdire à une personne coupable d'un délit relatif à la police des cultes de paraître dans les lieux de culte, et elle permet au préfet de fermer provisoirement ceux-ci en cas d'agissement haineux ou violent. Alors, je viens de vous présenter très rapidement cette loi, mais le suivi de l'application de cette loi, vous le savez, est confié au tout nouveau comité interministériel de la laïcité, avec sans doute la nomination dans les mois qui viennent de sous-préfets dédiés et la possibilité au préfet de saisir le juge administratif par des déférés, comme il en existe déjà pour les atteintes aux libertés collectives et individuelles, s'il estime que des actes de collectivité locale sont contraires au principe de laïcité. Je vais terminer, mesdames et messieurs, en disant que, vous le voyez, me semble-t-il, nous entamons une nouvelle phase de la laïcité française, celle d'une laïcité plus offensive, proactive, et l'innovation si importante en matière de politique publique est ici amenée à jouer un rôle primordial pour permettre à cette loi de connaître sa pleine et entière réalisation. Alors, quelques mots très brefs de conclusion pour tenir le temps qui m'est imparti. Premier point,
Notre histoire longue et tourmentée nous fait mesurer combien les guerres intestines conduisent au plus grand drame. C'est elle, notre histoire, qui nous permet sans doute de comprendre mieux que d'autres peuples combien la laïcité est un trésor précieux. C'est elle encore qui donne sa coloration particulière à notre laïcité républicaine. Deuxième point, notre histoire nous enseigne aussi que la laïcité est un principe éminemment politique, le fruit, vous l'avez vu, d'un processus de très longue durée, toujours en cours et en devenir, en fait une affaire de volonté, me semble-t-il. Enfin, troisième et dernier point, elle nous montre que la loi du 24 août dernier s'inscrit parfaitement, me semble-t-il, dans cette histoire, contrairement à ce que d'aucuns ont prétendu. Et elle nous dira, l'histoire, une nouvelle fois, à l'usage, la pertinence ou non des choix qui viennent d'être opérés. Je vous remercie. Merci Éric Anceau pour cet exposé sur l'histoire d'un grand précepte républicain. Vous avez montré que si ce principe n'était pas défini, finalement l'histoire permettait de l'englober, peut-être de lui donner une définition avec une histoire en continuité ou en rupture. Vous avez rappelé la filiation, évidemment, avec les grands noms, Ferdinand Buisson, Émile Poulain, l'abbé Grégoire, Guizot, Cousin et Jules Ferry. Et puis, vous avez, en écho aux propos tenus par le professeur Sirinelli, rappelé que ce principe était ancré dans la République comme un système d'arbitrage, de règlement des différends, avec fermeté, parfois, comme lors de la séparation plutôt que du concordat, mais toujours avec comme objectif la pacification sociale. Enfin, vous avez fait une large revue sur la question de la loi confortant les principes républicains et avec une forme d'explicitation notamment importante, l'ensemble des services qui relèvent en effet d'une délégation de service public, qui vont passer ce régime public et qui traduit un phénomène que vous avez parfaitement repris, qui était l'interaction entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, entre le juge et le législateur. Cette interaction-là prend un autre tournant à travers cette loi qui vient d'être promulguée, puisqu'elle allait à l'encontre finalement d'une certaine forme de jurisprudence précédemment évoquée. Et puis l'ensemble, même s'il s'agit d'un principe non défini, il s'agit de mieux le comprendre pour mieux l'expliciter. Et là-dessus, la généalogie, puis l'explicitation que vous en avez faite, permet de mieux le comprendre. Et je l'espère pour notre public de mieux l'expliciter. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille Rita Hermont-Belot, directrice d'études de la HESS. Madame Hermont-Belot, vous êtes une spécialiste de l'histoire religieuse du XVIIIe siècle. Vous êtes titulaire de la chaire Pluralité religieuse et laïcité dans l'histoire française, XVIIIe et XXe siècle. Vous avez soutenu une thèse en 1999, conduite sous la direction de François Furet, intitulée « La politique et la vérité, l'abbé Grégoire et la Révolution française », qui est le titre du livre que vous avez édité aux éditions Seuil en l'an 2000. Vous avez aussi également participé à de nombreux colloques, de nombreuses émissions sur le fondateur de notre institution, l'abbé Grégoire. Et parmi donc vos ouvrages notables, outre l'ouvrage sur l'abbé Grégoire, il y a l'émancipation des Juifs en France, que sais-je, en 1999, et surtout aux sources de l'idée laïque, Révolution et pluralité religieuse en 2015, qui est un panorama extrêmement exhaustif, très construit sur l'histoire de la Révolution française à l'aune des libertés religieuses. Le titre de votre intervention est Pluralité religieuse et laïcité dans l'histoire française. Nous vous écoutons. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire ma gratitude aux organisateurs de cette rencontre pour cette invitation et dire aussi combien je suis heureuse de m'adresser aux enseignants, mes collègues, car moi j'ai été enseignante dans le secondaire pendant de nombreuses années et je sais à quel point la tâche est importante, à quel point elle est difficile aussi et je pense qu'elle est beaucoup plus difficile encore aujourd'hui que dans la période où je l'ai, moi, exercée. Alors, je vais revenir aux questions qui nous occupent aujourd'hui sous un angle qui peut paraître un angle un peu spécifique, celui de la pluralité. Ceci dit, ça me paraît légitime d'abord pour deux raisons. On a rappelé, et c'est vous, Monsieur Anceau, je crois, qui avez rappelé à quel point il y avait eu un accord qui s'était finalement réalisé autour du principe de laïcité, accord qui a été très visible après la Seconde Guerre mondiale et que l'on pourrait vraiment considérer jusqu'à la fin des années 80. Et je dois dire que dans mes années de jeunesse et d'études, on ne parlait pas de la laïcité. C'était quelque chose qui était tellement bien entré
dans les mœurs adoptées et acceptées qu'il n'y avait plus aucune raison d'en discuter. Et ce qui nous ramène à ces discussions tellement vives à l'heure actuelle sur la laïcité, il me semble que c'est très largement la question d'une pluralité qui s'est considérablement renouvelée à une échelle française, mais pas seulement à l'échelle française. Donc, raison de plus pour parler de la pluralité quand il s'agit de laïcité. Mais il y a une autre raison. Il y a la relation qui est assez peu connue et sur laquelle je voudrais insister dans cet exposé. C'est la relation intime de la laïcité avec la pluralité, dans le sens le plus large de la pluralité, aussi bien la pluralité religieuse que la pluralité aussi des consciences. Et relation intime dans l'élaboration de ce que Georges Weih, dans un ouvrage de 1925 qui me paraît absolument indépassé, avait appelé non pas la laïcité, mais l'idée laïque. Et je crois que c'est un peu une illustration de votre exposé, Monsieur Anceau, de garder cette dynamique de l'idée laïque. Et en fait, dans l'élaboration de cette idée laïque, je vais essayer de vous montrer comment la laïcité, la pluralité, a joué à plusieurs reprises un rôle important. Alors bon, dans les 25 minutes qui nous restent, ou peut-être 24 maintenant, je ne pourrai citer que quelques exemples, mais je vous proposerai des éléments de bibliographie, et notamment des éléments de bibliographie qui sont accessibles en ligne de manière très facile. Alors, parmi ces exemples, le premier exemple que je voudrais citer est celui de l'état civil, de la loi qui a institué le mariage comme contrat civil. Et là, peut-on parler en histoire de coïncidence ? Je vous rappelle que cette loi date du 20 septembre 1792. Très proche de Valmy, j'y vois une dimension parfaitement symbolique. Alors en fait, il ne s'est pas agi que d'une loi, mais de deux. Une loi qui institue le mariage comme contrat civil, donc l'autorité qui marie les personnes et qui peut faire foi du mariage, c'est dorénavant l'autorité civile. Mais la loi mentionne bien que les Françaises et les Français sont tout à fait libres de célébrer par ailleurs le mariage religieux de leur choix. Le fait que le mariage soit un mariage civil fait qu'il échappe à un certain nombre de règles religieuses, donc que la rupture de ce mariage devient possible. C'est précisé dans la loi sur le mariage, mais les députés ont voulu rajouter une deuxième loi qui régit les procédures de divorce, qui donc donne aux Français la possibilité du divorce. Cette loi était une loi difficile à adopter. En fait, le principe de la loi, il était prévu dès la Constitution de 1791. Mais on voit à quel point les assemblées qui se sont succédées ont été prudentes en la matière et ne se sont pas dépêchées d'agir. Cette loi est souvent présentée comme une loi anticatholique. Et je voudrais insister sur le fait que c'est une loi qui doit tout à la pluralité et non pas à un projet anticatholique. Le projet anticatholique, en septembre 92, il existe et il consiste en bien autre chose, de nettement plus répressif. Alors pourquoi ce projet doit-il tant à la pluralité ? C'est parce que le projet même a été conçu à partir de questions posées par l'existence d'une pluralité en France, même si c'est une pluralité qui se réduit du point de vue démographique à des groupes très restreints. Ceux que l'on appelait les non-catholiques, essentiellement les protestants, et puis les juifs encore moins nombreux. Et toute la question est devenue une question de débat très large. C'est le moment où apparaît ce qu'on appelle l'opinion publique. L'opinion publique, ça n'a pas toujours existé. L'opinion publique, c'est aussi une création de l'histoire. Et en France, elle apparaît dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et les débats autour du mariage et des possibilités de rupture du mariage ont mobilisé l'opinion publique à un point que je ne saurais vous dire. Ça a été vraiment une passion.
Et ces débats portent essentiellement sur des affaires, comme on disait déjà à l'époque, des affaires judiciaires. Et ces affaires judiciaires, elles concernent ces toutes petites minorités des non-catholiques, des protestants et aussi, dans une moindre mesure, des juifs. Pourquoi ? Parce que, pour les juifs, dans une moindre mesure, parce qu'on reconnaissait aux rabbins les fonctions de notaire, donc la possibilité de marier. Mais dans le cas des protestants, la possibilité d'un mariage non catholique était extrêmement problématique. Et la question, une des grandes questions liées au mariage, c'est celle des transmissions du patrimoine, de la transmission des patrimoines. Et en fait, ces affaires, ce sont essentiellement des affaires qui portent là-dessus. Et des volontés de priver des conjoints protestants du patrimoine qui leur revient. Et ces affaires, elles mobilisent, comme je le disais, l'opinion. Et à travers ces affaires est défendue la cause que ceux qui ne la partagent pas ont appelée la cause des divorcières, mot très laid, mais effectivement la cause du divorce, d'une possibilité de rupture des mariages. Alors, la question a été résolue, ou en tout cas on a essayé de la résoudre dans une certaine mesure, avant même la Révolution, avec un édit de 1787 qui donne effectivement la possibilité aux protestants d'être mariés par un juge. Mais bon, la mise en pratique de l'édit était problématique, surtout dans les régions rurales, et en fait, il n'a pas été vraiment mis en pratique avant la Révolution. Mais la décision de 1792, la décision du pouvoir révolutionnaire, ça n'est plus les protestants ou les juifs qu'elle concerne. C'est l'ensemble des citoyens, et notamment les catholiques. Et là, on rencontre une autre dimension sur laquelle je ne saurais trop insister de la pluralité, c'est la dimension de pluralité interne aux grandes religions. Et en 1792, on est dans un moment de division de l'Église catholique, et le maire de Paris, Bailly, vient dire à l'Assemblée « il faut absolument que vous légifériez, parce qu'il y a plusieurs types de mariages catholiques qui sont pratiqués, qui ne se reconnaissent pas entre eux, et nous sommes dans une situation de pagaille totale. » Et en fait, c'est sur cette question-là que finalement, les députés se sont décidés à faire vraiment ce pas en avant qui les inquiétait tellement, d'adopter les lois dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous voyez, c'est bien né des questions posées par la pluralité, et notamment par la pluralité interne. Alors, je remarquerai que cette institution d'un mariage civil, c'est une des institutions qui aura traversé le temps de la manière la plus forte jusqu'à aujourd'hui. Et il me semble voir dans cette institution la dynamique même de la laïcité bien avant l'apparition du terme, sur lequel on a du mal à vraiment situer l'apparition du terme de laïcité. Donc, bien avant l'invention du terme, l'idée de la neutralisation de la dimension religieuse dans une sphère très importante de la vie des habitants du pays a été déjà instaurée par cette loi de 1792. L'idée de la neutralisation. Et la dynamique a suivi. Toutes et tous sont donc soumis à cette même loi, et comme je disais, ils ont la liberté, par ailleurs, de célébrer le mariage religieux de leur choix. Et on voit bien aussi, comme vous l'avez dit, que la laïcité ici apparaît comme une forme de solution à des conflits. Et je crois qu'aussi ici s'initie vraiment la dynamique. Alors, entre-temps, c'est vrai que la Révolution a accordé l'égalité des droits politiques comme une égalité individuelle, quelle que soit l'appartenance religieuse. Bon, en la limitant quand même aux individus de sexe masculin. Mais je rappellerai aussi que cette égalité politique ne recouvre pas nécessairement une véritable égalité dans la pratique,
et là a commencé à se poser une question extrêmement épineuse dans le contexte français, la question de la visibilité religieuse. N'empêche que l'héritage de la Révolution en la matière, ce serait l'égalité politique des citoyens, quelle que soit leur appartenance. Parce que pour ceux qui ne se reconnaissent pas d'appartenance religieuse à l'époque, ils sont vraiment très très peu nombreux. Donc l'égalité politique des citoyens, et puis cette possibilité du mariage, du fondement de la famille qui échappe à la loi religieuse et qui relève d'une autorité civile. Il me semble que parmi les questions qui posent problème aujourd'hui, nous devrions peut-être considérer avec une plus grande attention les questions de mariage religieux sans mariage civil. Et je désespère pour ma part, je ne suis pas moi en mesure de faire cette étude, mais j'aimerais bien que les services compétents, capables de la faire, la fassent. Je pense que c'est une question extrêmement importante. Alors, je vais passer, excusez-moi, parce que je vous fais un petit peu, je passe d'un exemple à l'autre pour essayer d'aller le plus rapidement possible. Mon deuxième exemple, il se situera dans un autre registre. Je voudrais attirer votre attention sur la façon dont la pluralité religieuse a constitué un ressort négatif dans la polarisation du conflit autour de l'héritage révolutionnaire, ce que l'on a appelé la guerre des deux France. Bon, Georges Weil, par exemple, demande qu'on apporte des nuances. Mais enfin, la guerre des deux France, entre une partie de l'Église catholique, et je ne mettrai pas toute l'Église catholique dans le même sac ou dans le même moule, et puis ceux qui, se réclamant héritiers de la Révolution française, ont fini par se définir politiquement comme républicains. Et vous savez que c'est de cette opposition que la laïcité est largement issue. Alors, je voudrais restituer la place des questions de pluralité religieuse dans cette polarisation, dans ce conflit. Une première manifestation, c'est la remise en cause du mariage civil dès la période de la Restauration, dès les années 1815, pour aller vite, Restauration qui se présente comme un restauration-retour à la situation d'avant la Révolution. Bon, avec des nuances à apporter, mais quand même. Eh bien, cette restauration, au moment où ceux qui portent la vision la plus radicale de la restauration sont majoritaires à la Chambre, projet revenir sur le mariage civil, redonner la capacité de marier aux autorités religieuses. Ce projet a quand même rencontré une opposition qui fait qu'il n'a pas été adopté. Mais ce qui en a été adopté, c'est l'abolition du divorce. Et à partir de 1816, le divorce n'est plus possible en France. Donc des personnes dont la religion ne l'interdit aucunement sont privées de cette possibilité. Et ce qui prévaut, c'est la conception catholique de l'indissolubilité du mariage. Il y a un autre moment que je voudrais évoquer, je n'ai pas le temps de le faire ici parce que c'est une question assez compliquée, mais je voudrais quand même l'évoquer. C'est une crise qui a eu lieu en 1825 autour de l'adoption d'une loi qui a été connue, ce n'est pas exactement la façon dont la loi a été désignée, mais elle a été connue comme la loi sur le sacrilège. Alors cette loi, je dirais qu'elle a plusieurs caractéristiques très particulières. Elle est inapplicable. Et ceux qui l'ont défendue avec une insistance et avec un esprit de combativité impressionnant le savent parfaitement. Donc, quel est l'enjeu de la loi ? Il est symbolique. Il n'est pas de l'ordre de la pratique réelle du droit. Il est tout à fait symbolique. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de la peine de mort qui serait appliquée dans le cas de la profanation d'une hostie consacrée. Mais pour que le délit soit constitué, il faut que la personne qui le commet ait connaissance de la consécration et il faut que le délit soit perpétré de façon publique, ce qui ne risquait pas tellement d'arriver. C'est pourquoi la loi était tout à fait inapplicable. Mais en appliquant la peine de mort
sur un délit défini de la sorte, on faisait rentrer dans la loi civile le dogme, la question de l'hostie consacrée. Et ça n'est pas interprétation de ma part, hein. Dans le débat, c'est dit à plusieurs reprises de manière très, très claire. Alors, une autre des particularités de cette loi, c'est qu'elle a causé, son adoption a causé un émoi dans le pays absolument considérable, que son adoption a, d'une certaine façon, mis en route, ou en tout cas donné une expression très forte à ce que l'on pourrait définir comme l'anticléricalisme, et particulièrement la thématique du complot jésuite. Et il faut rappeler que cette thématique du complot jésuite, elle a été lancée par un ouvrage qui a été écrit par un catholique. Car dans le débat, on voit très bien qu'une partie des catholiques se sont opposés à la loi. Et il y a un autre point que je voudrais signaler, c'est que dans encore une fois, ce débat très important, avec des moyens de débat qui ne sont pas ceux que nous avons, mais qui n'empêchent pas que le débat a pu être extrêmement vif et s'étendre très loin, la façon dont le débat est arrivé dans le registre populaire, avec notamment une chanson qui a eu un succès absolument extraordinaire, la chanson de Béranger sur les jésuites, « Homme noir, d'où sortez-vous » Chanson qui a été chantée partout, on en a des témoignages, et qui a elle-même donné lieu à une iconographie absolument immense, iconographie qui serait très intéressante à utiliser dans le cadre notamment d'un enseignement sur la liberté d'expression, dans le domaine notamment avec le moyen de la caricature. Donc le débat, la guerre des deux France devient là vraiment une guerre qui traverse les différents milieux. Et l'autre particularité de la loi, c'est qu'elle est largement responsable de la chute du régime de la Restauration. Un certain nombre de débats. Alors ensuite, le gouvernement de la Restauration a compris l'erreur politique et a essayé d'adoucir un petit peu tout ça, mais c'était trop tard. Les thèmes qui ont été lancés dans le débat et la critique du régime de la Restauration étaient tels que la loi a entraîné la chute du régime. Donc, vous voyez ici comment aussi, il me semble que c'est important à souligner, d'un point de vue que je dirais culturel, dans la vie de tous, le conflit intervient. Et il y a un autre domaine dans lequel aussi on pourrait l'évoquer, c'est dans le domaine de l'expression religieuse sur la voie publique, ce qu'alors on appelait la publicité du culte. Et là aussi, on voit bien, à travers des affaires judiciaires, mais qui remontent dans toute la hiérarchie des tribunaux français, une volonté d'une partie, en tout cas de l'Église catholique, mais de la partie qui a le pouvoir, de se réserver le monopole de la visibilité dans l'espace public, c'est-à-dire dans l'espace de la rue. L'expression d'espace public n'était pas employée. Et non seulement de s'assurer le monopole, mais de s'assurer aussi la possibilité de contraindre les passants et les habitants à respecter les normes catholiques, notamment au moment de la fête Dieu et sur le passage de la procession du Saint-Sacrement. Ça a donné lieu à un nombre assez ébouriffant d'affaires en justice qui ont, vous voyez, fait vraiment de cette question de la visibilité du religieux dans l'espace public une question qui traverse encore une fois les milieux sociaux. Et cette question, elle est liée à la volonté, une partie de l'Église catholique en tout cas, à effectivement contrer la pluralité religieuse. Mais on voit là l'origine, me semble-t-il, d'une sensibilité française tout à fait particulière à la visibilité et pendant très longtemps en tout cas, d'une volonté de discrétion
de l'expression religieuse dans l'espace public, que l'on retrouve encore dans des sondages très, très récents, avec toujours cette idée d'une neutralisation de l'espace public, qui n'est pas dans ce domaine, hein, il ne faut pas non plus, il ne faut pas rigidifier les choses. Cette réserve sur la visibilité de l'expression religieuse, elle n'est pas d'une rigidité absolue, mais ce sera aux politiques, dans le cadre local, de l'accepter ou pas, de l'autoriser ou pas. Alors j'en viens à un dernier point qui est la laïcité, une fois établie. Et comme on l'a dit déjà, il faut être très attentif, et je crois qu'on ne l'est pas tout à fait à l'heure actuelle, au fait que la Troisième République, s'affirmant républicaine, a adopté toute une série de lois qui peuvent tout à fait être définies comme des lois laïques ou des lois de laïcité, même si, effectivement, on a été très prudent sur l'usage du terme. Et je citerai pour ma part la loi qui, en 1884, rétablit le divorce. Et dans le cas de cette loi, toujours sur les questions d'état civil et de mariage civil, il est très impressionnant de voir qu'il y a eu un débat très, 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 très vif. Hein. Le projet rétablissant le divorce est revenu à maintes reprises. Et celui qui a porté le projet et qui l'a fait adopter en 1884 est un député du nom de Naquet, qui lui-même ne semble pas avoir eu beaucoup d'investissements religieux sur le plan personnel, mais dont on savait très bien qu'il était juif d'origine en tout cas. Et quand vous voyez les débats à la Chambre en 1884, les adversaires du rétablissement du divorce font de ce projet un projet juif contre l'État et contre l'État de droit. Monseigneur Freppel, si vous voulez le nom du principal orateur, qui était un grand orateur, un orateur de talent, et dont les formules, dans le contexte de 1884, pouvaient porter. J'en viens enfin à la loi de 1905, avec loi dite de séparation, avec la formule très importante qui est vraiment au cœur de la loi, la République ne reconnaît aucun culte. En réalité, à ce moment-là, on aurait pu dire la République ne reconnaît plus aucun culte, et c'est d'évidence comme ça qu'elle a été sur le moment comprise. Et on voit bien, dans les derniers articles de la loi, sont énumérés de quelle façon la République ou l'État a pu reconnaître des cultes auparavant. C'est-à-dire, c'est le présent intemporel de la loi, et n'empêche que sur le moment, il s'agissait de la dissolution du régime dit des cultes reconnus, qui avait été mis en place après la Révolution de façon très progressive, mais d'abord sous la direction de Bonaparte. Il s'agissait d'une pluralité reconnue par la loi et qui supposait le financement par l'État d'un certain nombre de cultes. Dès le tout début du XIXe siècle, des cultes catholiques et protestants, et en 1831 seulement pour le culte israélite, alors que les lois régissant le culte israélite datent de 1808. On disait très précisément ce que les rabbins devaient faire, mais l'argent public ne les rémunérait pas. La loi est adoptée en 1831. C'est la première fois, à l'occasion de l'adoption de cette loi, que le terme de culte reconnu est vraiment employé. Et avec, de la part des porteurs de la loi, une volonté d'expliquer ce qu'est la reconnaissance des cultes, c'est-à-dire de certains cultes. Alors, c'est une reconnaissance tout à fait exceptionnelle hein, dans l'Europe du temps, et l'égalité des droits civils et politiques est exceptionnelle. Mais c'est une pluralité, vous le voyez, limitée. Et il existe en France des cultes, et petit à petit ils se multiplient au long du XIXe siècle, qui sont des cultes non reconnus et qui ne bénéficient pas du financement public et dont la pratique n'est pas si facile que ça.
Alors 1905, c'est bien la rupture de ce lien avec des cultes avec l'État. Rupture dont il a été dit tout à l'heure que tous les grands hommes de la laïcité ne la voulaient pas nécessairement. Parce que ce régime des cultes reconnus, effectivement, ça prévoyait un financement public, mais le financement public, ça voulait dire aussi un contrôle des cultes par l'État. Et précisément, la loi de 1905 met fin à ce contrôle. La loi de 1905 établit une pluralité entière, sans limite. Pluralité, comme je le disais tout à l'heure, des appartenances religieuses, mais aussi des convictions, donc au-delà même des appartenances religieuses. La manifestation de l'appartenance religieuse étant en principe libre, mais avec quand même la limite du maintien de l'ordre public. Avec cette difficulté que l'ordre public est une notion qui prête toujours à discussion et en fait dont l'estimation revient finalement aux politiques. Et puis la loi de 1905, elle prévoit l'outil de la pluralité religieuse, l'association dite de 1905. Et Briand, sachant l'importance de l'article qui allait mettre en place cette association, l'a confiée à deux éminents juristes, un protestant et un juif, dont il savait très bien qu'on ne pouvait pas soupçonner la moindre vision anti-catholique, mais effectivement une vision tout à fait plurielle. Et puis je voudrais juste terminer sur une dimension de la pluralité qui n'est advenue en France qu'en 1905, c'est la pluralité interne que j'évoquais tout à l'heure. Et la possibilité pour les fidèles de se regrouper selon leurs aspirations. Un résultat immédiat, 1907, 2 ans après, création de l'Union libérale israélite, autre chose que le consistoire. Et je voudrais juste terminer avec ce souhait qu'on soit plus attentif dans les débats actuels à la pluralité dans son ensemble et à la diversité religieuse française dans son ensemble. Parce que la nouveauté de la pluralité religieuse française, c'est l'islam sur le territoire métropolitain en tout cas, mais pas seulement. Et il faudrait dans toute réflexion accorder leur place à d'autres cultes qui sont des nouveaux venus sur le territoire français, comme par exemple les cultes évangéliques, les bouddhistes, et qui peuvent être aussi des cultes pratiqués par des populations qui sont souvent des populations dont les revenus ne sont pas très élevés et qui peuvent avoir besoin d'aide publique. Et puis aussi tenir compte de la pluralité interne, ne pas considérer les groupes religieux comme des masses homogènes, ce que aucun d'entre eux n'est. Je vous remercie. Merci Charita pour cet exposé sur notamment les questions de pluralité religieuse. On retiendra notamment que nous aurions pu fêter cette année, en tout cas on le fêtera certainement l'année prochaine, les 230 ans du divorce, reconnus dans la loi, ce qui pourra satisfaire un certain nombre d'entre nous. Et le lendemain, nous ferons donc les 230 ans de Valmy. La question, je le dis avec un peu un sourire, mais la question en effet de la laïcité comme outil de solution à des différends que vous avez parfaitement expliqué à travers les 3 exemples que vous avez repris, la loi qui institue le mariage comme contrat civil du 20 septembre 1792, le sujet de la loi sur le sacrilège de 1825 qui a été finalement une expression de la chute de la Restauration à travers la façon dont elle revendiquait de faire entrer le dogme dans la loi, et puis la question de l'expression religieuse dans la voie publique. Déjà, on peut considérer d'une part leur totale modernité sur des sujets dont vous avez souligné d'une part la sensibilité, certes, à travers notamment la question de la discrétion, mais dans tous les cas, cette modernité à travers l'actualité de ces thèmes. Vous avez reparlé notamment de la question des mariages religieux par rapport au mariage civil
ce qui est interdit par la loi d'ailleurs. Le mariage religieux qui n'intervient pas par le mariage civil est interdit par la loi. Et évidemment la question, donc la loi sur le sacrilège, c'est un thème qui a été évoqué à plusieurs reprises sur les 5 dernières années. En tout cas, la loi sur le blasphème plutôt. Et puis évidemment l'expression religieuse, qui est un thème qui revient systématiquement et qui est traité notamment juridiquement à travers les questions d'ordre public. Donc on voit toutes les questions modernes qui rentrent dans cette expression de la laïcité, encore une fois à travers l'expression de ce principe. Je laisse, si aucun des intervenants ne veut encore intervenir, je laisse la parole à Olivier pour un petit mot de conclusion. Il n'y a aucune question, c'est pour ça que je vous passais directement la parole, Olivier. J'ai plus de micro. Rita, je peux... Je m'aperçois qu'il y a un élément que je n'ai pas précisé en ayant peur de ne pas en avoir le temps, mais qui est important sur la question du mariage. Parce qu'en fait, ce qui est prévu comme l'obligation de la loi, c'est le mariage civil qui doit précéder le mariage religieux. Et ça n'est pas dans la loi de 1792, ça a été introduit au début du XIXe siècle dans les articles organiques du culte catholique. C'est celle-là l'obligation. Et c'est une obligation à laquelle doivent se conformer tous ceux qui peuvent célébrer des mariages religieux. Et il y a un article du Code pénal qui fait de la non-conformité à cette obligation une infraction pénale. En dehors de ça, bien entendu, chacun est libre de célébrer le mariage religieux de son choix, mais le mariage civil doit précéder. Merci beaucoup. Juste quelques mots d'abord pour vous remercier infiniment. Je trouve que vos trois interventions ont été très complémentaires avec la présentation de la question républicaine au sens large, Éric Monceau conduisant vers, l'actualité, et puis évidemment l'intervention Madame Montbelot qui nous a permis de revenir à un sujet que j'avais regardé, qui était effectivement cette importance des mariages et ce basculement et cette question de pluralité. Je pense que nous avons eu une intervention riche, une série un moment très riche. Je crois que nous avons aussi été dans ce qui nous a toujours, interpellés pendant ce cycle, c'est-à-dire revenir vraiment à une histoire, je le disais tout à l'heure, à une histoire longue, donc c'était important. Je crois que ce que vous avez dit d'ailleurs, le fait que d'essayer de construire aussi des outils pour nos collègues, aussi bien du scolaire que du supérieur, c'est très important. Et je pense que nous avons éclairé, nous avons proposé, grâce à vos interventions, un certain nombre de messages forts. Cette dimension manquait un peu dans le premier volume, donc je pense qu'on va répondre à ces questions-là. Encore une fois, nous allons essayer de nourrir ce cycle. Thibaut n'a pas rappelé les nouvelles conférences. Je vais y aller. Ah oui, mais comme j'ai le micro maintenant. Et donc, évidemment, nous projeter et vous inviter toutes et tous à revenir et à suivre ces conférences. Et puis, vous dire que nous sommes très heureux que ce beau partenariat entre ces trois institutions, le ministère évidemment, le Conseil des sages et le Conservatoire, avance, nous permettent de venir, que vos réponses, tous les collègues viennent bien volontiers, vous en êtes les témoins. Donc on est très heureux d'avancer sur ce beau cycle. Donc Thibaut, nous nous retrouvons. Donc pour la conclusion, merci à tous d'avoir été présents. C'était donc la conférence Fait République 229 ans après la bataille de Valmy, qui a été réalisée grâce aux moyens de l'Éducation nationale. Merci à vous tous. Et la présence aussi donc, de la Direction nationale numérique et la Direction de la communication du CNAM. Une séance qui a été organisée par Alain Sexig, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, Yanis Roder, secrétaire général adjoint du Conseil des sages de la laïcité et votre serviteur. La prochaine séance aura lieu le mardi 12 octobre, laïcité au quotidien à l'école, avec la présence donc exceptionnelle de Caroline Pascal, doyenne de l'IGESR. Le 9 novembre, nous nous retrouverons pour une séance sur la laïcité dans les médias, avec notamment un sujet sur l'interaction entre le traitement de la laïcité dans les médias anglo-saxons et dans les médias français, ce qui pourra intéresser tous les membres de l'Éducation nationale. Et puis le 9 décembre, la journée de la laïcité, avant que nous avons précédé la loi, puisqu'avant que ça soit institué dans
la loi confortant les principes républicains, le CNAM, tous les 9 décembre, s'affairait pour fêter la laïcité. Et donc, nous aurons une conférence exceptionnelle en présence du ministre de l'Éducation nationale. Je voudrais à nouveau remercier l'ensemble des intervenants. Rita Armand-Belot, un vrai plaisir encore une fois de vous avoir reçu dans une maison, encore une fois, que vous connaissez bien en tant que spécialiste française de l'abbé Grégoire et donc de notre fondateur, une personnalité à laquelle nous sommes extrêmement attachés. Éric Anceau, professeur d'histoire contemporaine à Sorbonne Université, merci encore de votre présence. Et puis Jean-François Sirinelli, un vrai plaisir de vous avoir écouté. On vous donne rendez-vous. Alors, juste un mot pour vous dire que les actes du colloque sont en ligne sur le site du CNAM et que vous pouvez retrouver ceux de l'année dernière. Et puis, dès le 9 décembre, vous pourrez retrouver ceux de la deuxième série, puisque le soir du 9 décembre, nous aurons l'ensemble des textes qui auront été publiés et nous pourrons le mettre sur le site du CNAM et qui pourra être diffusé également. Et puis par ailleurs, nous vous donnerons certainement rendez-vous en 2022 pour l'anniversaire de Valmy, donc le 21 septembre. Et comme je l'ai indiqué, le 20 septembre, les 230 ans de l'institution du mariage civil et donc du divorce. Et par ailleurs, je me permets simplement de vous rappeler que le centre historique de Valmy existe, qu'il organise des visites pour l'ensemble de la communauté éducative à 1h30 de Paris, un peu plus, 2 heures. Et notamment, si vous poussez un peu plus loin, vous pourrez aller jusqu'à Sainte-Menou, à l'auberge où a été reconnu Louis XVI, et puis Varennes en Argonne, un peu plus loin dans la Meuse. Donc ça permettra de faire un parcours révolutionnaire sur des sites et des lieux d'exception. Merci à tous et à la prochaine rencontre.